Bonjour. Alors, tout d'abord, je voulais remercier mes deux amis, le professeur Rida Ouazzani et monsieur Shahidi, et tous les organisateurs aussi, de m'avoir invité dans cette 35e journée de la Ligue marocaine de lutte contre l'épilepsie pour vous présenter notre projet et discuter avec vous quelles sont les opportunités à travers ce projet pour notre région. C'est un projet sur l'amélioration du diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies développementales et épileptiques nommées SID. Alors, au cours de cette présentation, je vais faire un bref rappel avec quelques chiffres qui émanent de notre département ASFAX en Tunisie sur les encéphalopathies développementales et épileptiques. Ensuite, une petite revue, comment on a évolué d'un réseau régional tunisien à un réseau international SID, et bien sûr, quel impact des projets SID pour la Tunisie, mais aussi pour la région MENA. Alors, je ne vous rappelle rien, enfin, ça a été vu auparavant par le professeur Auvin. Classiquement, il existe, les encéphalopathies épileptiques sont divisées, sont des syndromes électrocliniques âge-dépendants caractérisés par différents types de crises et qui diffèrent en fonction de l'âge, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan électroencéphalographique, pattern G. Et c'est pourquoi, dans la période néonatale, c'est surtout le syndrome de Tahara et les encéphalopathies myocloniques avec un pattern spécifique de suppression burst. Dans la période du nourrisson, c'est plutôt le syndrome de West et le syndrome de Dravet qui sont les plus fréquents. Et dans le syndrome de West, avec les spasmes, on retrouve l'hypsarythmie qui est un pattern très spécifique. Et dans la période chez les enfants un peu plus âgés, c'est surtout le syndrome de Lennox-Gastaut caractérisé par des décharges généralisées de pointantes et un rythme rapide pendant le sommeil, et bien sûr les encéphalopathies avec pointantes compte tenu du sommeil, et particulièrement le syndrome de Landau-Kleffner. Mais avec l'amélioration des moyens de diagnostic et surtout l'utilisation de l'EEG vidéo et des autres éléments techniques, plusieurs autres syndromes électrocliniques bien déterminés ont été décrits. Et c'est ainsi qu'on retrouve que dans la période néonatale, à côté du syndrome de l'Otara et de l'encéphalopathie myoclonique, nous avons un groupe de patients avec des encéphalopathies épileptiques avec suppression burst, mais qui ne répondent pas aux critères de diagnostic du syndrome de Tahara ou de l'encéphalopathie myoclonique. Là aussi, on a décrit l'épilepsie migrante du nourrisson, les syndromes myoclono-atoniques et bien sûr, enfin, actuellement, le sunflower ou les encéphalopathies réflexes qui peuvent s'accompagner d'une détérioration intellectuelle, donc détérioration cognitive. À côté de ces syndromes bien déterminés sur le plan électroclinique, il y a un groupe très important, en tout cas d'après notre expérience, un groupe très important d'encéphalopathie épileptique, dont le phénotype électroclinique n'est pas bien déterminé. Dans ce groupe, on ne retrouve pas un pattern spécifique, comme dans le syndrome de West ou le syndrome de Lennox-Gastaut, mais c'est plutôt des crises variées, que ce soit, mais particulièrement des crises focales et un EEG avec un pattern surtout de pointes multifocales, et on ne retrouve pas un pattern bien déterminé. C'est en fin de compte, pour nous, c'est ce groupe qui a vraiment justifié cette étude. Sur le plan étiologique, vous le savez bien, l'étiologie peut être acquise comme elle peut être héréditaire et génétique, et là, structurelle, telles que les hypoxo-ischémies, les AVC de l'enfant, mais aussi elles peuvent être infectieuses, métaboliques, immunitaires, de causes inconnues, mais aussi de causes génétiques. Et classiquement, et avant l'apparition des nouvelles techniques de diagnostic génétique, surtout les séquençages à haut débit, les diagnostics génétiques les plus fréquemment en relation avec les encéphalopathies, c'était les anomalies chromosomiques, la trisomie 21, enfin, certaines anomalies chromosomiques. Mais avec l'amélioration des moyens de diagnostic génétique, l'utilisation des séquençages à haut débit, là, plusieurs mutations génétiques ont été
retrouvées comme cause de diagnostic génétique et on voit que les causes génétiques des encéphalopathies épileptiques passent de 10% vers plus de 50% et encore plus dans les encéphalopathies épileptiques précoces, c'est-à-dire commençant avant 3 mois, qui peut atteindre jusqu'à 70% dans certaines cohortes. Là, c'est ainsi que la dénomination actuelle pour ce qu'on appelle le Generated Developmental Epileptic Encephalopathie ou le CDKL5, encéphalopathie développementale et épileptique, PCD HD9, sont des encéphalopathies nommées en fonction de la mutation génétique. Alors, un petit rappel concernant, et pour voir la nécessité et quelle est l'importance de cette distinction, c'est que, comme vous le savez, comme ça a été dit, les encéphalopathies classiques épileptiques définies par Anne Berg en 2010, dans ce cadre, l'épilepsie, les crises épileptiques et le pattern EEG sont assez sévères, avec un développement cognitif qui peut être tout à fait normal avant l'apparition de l'épilepsie, et que c'est l'épilepsie, les anomalies EEG qui expliquent la détérioration cognitive, une grande part de la détérioration cognitive. Là, la disparition des crises, on s'attend à ce que la disparition des crises et du pattern EEG améliore le niveau cognitif. Dans ce groupe-là, d'où l'importance dans ce groupe du diagnostic et d'un traitement précoce. Là, on est vraiment, c'est une course contre la montre pour faire le diagnostic et pour faire le diagnostic, on doit avoir les compétences et les moyens de le faire. Deuxième groupe, et avec l'évolution et avec, comme je vous l'ai dit, l'amélioration des moyens de diagnostic, on a un groupe pour lequel l'épilepsie n'est pas trop sévère, les crises ne sont pas très fréquentes, elles ne sont pas très méchantes, mais un retard du développement qui peut précéder l'épilepsie, donc ce n'est pas l'épilepsie elle-même qui explique cette détérioration, et qu'on a remarqué que même dans certains cas, que même avec l'amélioration de l'épilepsie et la disparition des crises qui est précoce, qui est bien, n'est pas très difficile à équilibrer dans certains cas, on voit qu'il y a une progression de la détérioration cognitive et que l'amélioration de ce pattern et de l'épilepsie n'améliore en rien le développement cognitif. C'est pourquoi ce groupe est appelé encéphalopathie développementale et épileptique. On est sûr qu'il y a une composante développementale qui peut être expliquée par la mutation génétique par elle-même, avec bien sûr une aggravation par le pattern électrique. Là, le traitement le traitement classique et les anticrises épileptiques ne sont pas très efficaces dans ce cas. Et là, on est tout à fait d'accord qu'il faut agir sur la cause elle-même. Et là, l'importance des médicaments spécifiques, précis et bien spécifiques pour certains syndromes est importante. Là, quel que soit le groupe défini par Berg en 2010 ou par Schaeffer en 2017, ce sont des maladies très handicapantes parce qu'elles s'accompagnent d'une façon générale par une déficience intellectuelle qui peut être très sévère, une déficience motrice et un handicap moteur, mais aussi une déficience des troubles du spectre autistique, ce qui va causer un fardeau énorme pour la famille qui sont en train de rechercher, de se déplacer d'un médecin à l'autre pour rechercher un traitement, le diagnostic premièrement et un traitement miracle, ce qui va augmenter bien sûr le coût de la santé. C'est pourquoi ici, la prise en charge des encéphalopathies épileptiques, ce n'est pas une affaire de médecin, c'est une affaire d'une implication de tous les parties prenantes, commençant par la famille, la population générale, les médecins, les infirmiers, les associations de familles pour les décideurs politiques, le secteur privé, le secteur, tous ces parties prenantes, tous ces intervenants sont impliqués dans la nécessité de faire un diagnostic précoce pour permettre un traitement précoce et un traitement adéquat. Là aussi, un élément très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que malheureusement, aussi bien en Tunisie que, mais je pense que c'est en Europe de la même façon, il n'y a pas de loi en faveur pour la prise en charge thérapeutique et éducative. Là, pour la Tunisie, là, les patients, ils sont vraiment tiraillés
parce qu'ils savent qu'il y a un traitement, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas l'avoir en Tunisie. Ils sont obligés de la ramener en France sur leur caisse, sur leur poche, et ça coûte cher, ça coûte très cher, surtout avec la situation actuelle de la Tunisie et le nombre de patients après la révolution, ou surtout après le Covid. Ils ont vu cette pandémie Covid, ils ont vu leur traitement arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas le ramener. Donc, une discussion avec les décideurs politiques est très importante pour l'amélioration du diagnostic, de la prise en charge de ces patients. Alors, nous étions conscients de ces difficultés dès notre projet de recherche fédéré qui a été fait de 2005 à 2011. À ce moment-là, c'était le diagnostic moléculaire sur les déficiences intellectuelles et le diagnostic différentiel. Et en 2008, avec l'ouverture du service de neurologie pédiatrique, nous avons mis en place un réseau régional à l'université de Sfax avec entre médecins, surtout le service de neurologie pédiatrique, mais aussi le service de médecine génétique médicale, mais aussi des scientifiques du laboratoire de génétique moléculaire humaine et génétique fonctionnelle et le centre de biotechnologie de Sfax, qui est le seul centre pratiquement qui avait un séquenceur à haut débit. Nous avons utilisé la méthode Sanger, c'est-à-dire l'étude du gène Candida. Le séquenceur à haut débit qui était disponible au centre de biotechnologie de Sfax était surtout utilisé pour le cancer, il était pour les maladies cancéreuses, il n'était pas utilisé à ce moment-là pour le diagnostic des maladies neurologiques. En 2016, nous avons élargi notre collaboration avec l'unité INSERM Marseille Medical Génétique de l'Université d'Aix-Marseille avec le professeur Laurent Veillard et le professeur Mathieu Mlich. Et cet élargissement et ce réseau nous a permis d'avoir quelques données qui ne sont pas encore publiées malheureusement. Là, nous avons remarqué que les encéphalopathies épileptiques représentaient à peu près 43% des enfants hospitalisés dans le service de neurologie pédiatrique de Sfax, que l'âge de début de ces syndromes était très précoce, avant l'âge de 1 an dans 70% des cas. Elles sont un peu plus fréquentes chez le garçon et avec un délai de consultation qui était quand même assez large, pratiquement 72 mois et avec une moyenne de 13 mois, ce qui dénotait que pour référer l'enfant au 3e degré, ça prenait un peu de temps, soit que le diagnostic n'a pas été fait, soit que la prise en charge a été commencée dans la première ligne et la deuxième ligne, et que c'est avec l'épilepsie pharmacorésistante que l'enfant a été adressé. Nous avons aussi remarqué des données très importantes pour nous, c'est que la consanguinité était assez élevée, 50% de nos familles, pour une taux national de 32%, et que la déficience intellectuelle et épileptique et épilepsie dans la fratrie était présente dans un tiers des cas, et que la récurrence dans la fratrie du même syndrome était présente dans un tiers des cas, ce que des éléments assez importants pour nous, pour dire que la fréquence des pathologies récessives autosomiques de notre corps. Nous avons remarqué sur 157 patients, 101 avaient une encéphalopathie épileptique dont l'origine génétique est probable, ce qui est énorme. Bien sûr, on est conscient que notre bilan métabolique n'était pas exhaustif et qu'on s'attend à avoir une certaine proportion assez importante de cette cohorte qui est probablement génétique, d'origine métabolique et donc génétique. Là aussi, un autre élément que nous avons déterminé qui nous a frappé, c'est qu'à peu près dans le tiers des cas, nous n'avons pas pu déterminer phénotypiquement nos patients, ce qui est assez important. Notre cohorte était dominée essentiellement par le syndrome de West-Dravet et le syndrome de Lennox-Gastaut, bien sûr, ce sont les syndromes les plus connus. Le syndrome précoce avant 3 mois, on n'a pas beaucoup de patients parce que ce sont des patients qui étaient hospitalisés au service de néonatologie de Sfax et on n'avait pas accès à ces données. Alors, à partir de ces données, nous avons déterminé nos faiblesses, nos limites, si on peut le dire. On s'est rendu compte que
quand même, le diagnostic électroclinique était un peu tardif, hein, 18 mois avant la consultation au service de neurologie pédiatrique, que la fréquence des formes non phénotypées était assez importante comparée à nos amis de Marseille, 20%, alors que nous, c'est un tiers, et qu'à l'EEG, quand même, 75% contre 100%, on devrait avoir 100% du diagnostic. Mais là, nous avons quand même remarqué cette faiblesse et cette insuffisance. Là aussi, pour le diagnostic génétique, n'oublions pas que nous avons utilisé pour cette cohorte, avant notre projet CID, la méthode Sanger, et comme vous le savez, la méthode Sanger, la méthode de gène candidat, ça prend du temps. Il faut chercher gène par gène. On devrait s'orienter par la clinique. Nous nous sommes intéressés surtout à 3 gènes, le MECP2, l'ARX et le CDKL5. Et malheureusement, le délai de résultat était assez important, 1 an en moyenne. On atteignait parfois plus, versus 6 mois, et là actuellement, moi jusqu'à 2 mois à Aix-Marseille. Le taux de diagnostic aussi, comme ça prenait beaucoup de temps, le diagnostic n'était pas très élevé, 15% avec cette méthode versus 35% et maintenant jusqu'à 50% à AMU, à Aix-Marseille, à l'université d'Anvers. Aussi, nous n'avons pas de panel spécifique pour les encéphalopathies, alors que pour AMU, elles avaient 2 panels génétiques spécifiques pour les encéphalopathies et que l'échelle TRL pour nos laboratoires était uniquement de 4, comparé à 9 pour les universités européennes de Marseille et l'université d'Anvers. Un autre élément que nous avons remarqué aussi sur le plan, que notre visibilité sur le plan international, on est pratiquement invisible à l'œil nu. On avait des difficultés pour avoir des publications, alors que je suis sûre que nos cas sont très intéressants, ils sont un peu particuliers, et nombre de cas où on n'a pas pu publier nos cas parce qu'on n'avait pas les techniques nécessaires pour finaliser l'étude. Et là aussi, que nous avons remarqué, malgré qu'on essayait d'augmenter cette visibilité, qu'on n'était pas très sollicité, alors qu'il existe nombre de groupes d'études pour le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques, pour les encéphalopathies épileptiques. Mais on n'avait pas que des limites, on avait aussi nos avantages, pas trop fréquentes, mais quand même, que ces pathologies sont assez fréquentes, 43% des épilepsies avant l'âge de 2 ans comparé à 39% pour le groupe d'une étude de cohorte de Health en 2012 sur le nord de Londres, que nous avons les formes à transmission autosomique dominante assez élevées, on préconise, qu'il y avait une insuffisance dans les bases internationales des données génétiques, donc concernant la fréquence de variantes dans la région MENA, ce qui est très important. Si on pouvait mettre en place et avoir une base de données de ces variants, on pourrait participer à l'évolution de ces études. Et bien sûr, ça permettait une opportunité, il y a une opportunité pour nos partenaires européens d'améliorer leur expertise et leur visibilité dans la région MENA. C'est ainsi que nous avons mis en place ce projet CID. C'est un projet qui entre dans le cadre de l'appel à projet de H2020 de la Commission européenne. C'est un projet qui entre dans les actions de coordination et de soutien. C'est un projet twinning, donc de jumelage entre des institutions partenaires et des institutions européennes. Et il avait comme objectif, c'est le renforcement des compétences et amélioration des capacités techniques des membres de l'université de Sfax dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques. Donc, ce projet est coordonné, comme le veut le projet Twinning, par une université qui est partenaire d'un pays partenaire, et c'est ainsi que c'est l'université de Sfax qui coordonne ce projet, dans l'université de Sfax qui comprend des médecins, notre département, mais aussi le département de génétique médicale, mais le laboratoire de génétique moléculaire fonctionnelle de la faculté de sciences de Sfax, et aussi le centre de biotechnologie de Sfax, qui est le seul pratiquement qui a à avoir le séquenceur AO
débit. Pour le partenaire européen et solidaire dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques, nous avons de France l'université d'Aix-Marseille avec l'unité de Marseille médicale génétique qui était présidée, enfin dirigée dans le diagnostic génétique par le professeur Laurent Villard et dans le diagnostic clinique par le professeur Mathieu Milh. Et l'université de Marseille a été l'instigateur du réseau Epigène. L'université d'Anvers, qui était dirigée avec le groupe neurogénétique de l'université d'Anvers, qui était dirigée par le professeur Sarah Wick-Hansen, qui était le coordinateur du réseau oro-épigénomique et qui a une grande expertise dans le diagnostic génétique des encéphalopathies épileptiques. Alors, nos objectifs étaient bien sûr renforcer nos capacités et nos compétences dans le diagnostic clinique et EEG des encéphalopathies épileptiques afin d'améliorer, premièrement, améliorer le délai de diagnostic et deuxièmement, améliorer le taux de patients qui avaient un phénotype assez important, ce qui nous permettait d'avoir une orientation génétique, bien sûr, améliorer nos capacités techniques et nos compétences dans l'utilisation des nouvelles techniques, surtout les séquenceurs à haut débit, et mettre en place un panel de gènes spécifiques pour notre région et surtout améliorer nos compétences dans l'interprétation de résultats. Comme vous le savez, avoir un résultat n'est pas suffisant. Il est important de l'interpréter et de déterminer le taux de pathogénicité de ce résultat. Et bien sûr, comme troisième objectif, d'assurer le transfert des connaissances. Aussi bien, c'est un projet qui est destiné pour l'université de Sfax, mais nous avons comme objectif de diffuser, de former des formateurs qui vont essayer de former d'autres formateurs pour les autres universités, mais aussi avoir formation dans les autres universités de la région MENA, faire des formations et afin d'améliorer les connaissances sur l'épilepsie de tous les stakeholders, de tous les intervenants, de toutes les parties prenantes. Former des jeunes chercheurs, c'est la meilleure façon d'assurer la continuité de ce projet. Les jeunes chercheurs, aussi bien en médecine, mais aussi les chercheurs scientifiques dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques et bien sûr échanger et assurer le transfert de ces connaissances aussi bien dans les institutions tunisiennes que les institutions de la région MENA. Pour atteindre nos objectifs, nous avons divisé notre plan de travail en 7 work packages, 3 work packages transversaux sur le management et le transfert des connaissances et la dissémination et la formation des jeunes chercheurs dans l'utilisation et dans le diagnostic et dans une meilleure utilisation de ces techniques, aussi bien cliniques que génétiques. Et ce sont des work packages qui durent toute la période du projet, qui va durer 3 ans, et 2 work packages qui sont complémentaires, qui sont destinés pour la formation clinique, électrique, mais aussi génétique, avec une amélioration, une formation pour l'amélioration des capacités d'interprétation des résultats, qui sont le Work Package 3 et 4, et bien sûr, un Work Package destiné uniquement pour s'assurer que les règles éthiques et la protection des données, aussi bien cliniques que génétiques de nos patients, est bien assurée. Alors, notre lancement, notre réunion de lancement a été faite le 25 octobre 2019 à l'université de Sfax et à ce moment, nous avons eu la présence du ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi plusieurs universités de la Tunisie et plusieurs facultés et institutions de l'université de Sfax. Nous avons saisi cette occasion pour faire une journée et demie de travail afin de mettre en place le programme de formation qui était destiné, une formation clinique mais aussi génétique. Comme vous le savez, dans la chaîne de diagnostic,
des encéphalopathies épileptiques. On part du phénomène paroxystique jusqu'à le diagnostic génétique, et à travers tout ce chemin, beaucoup d'intervenants doivent avoir les moyens de faire le diagnostic, que ce soit la population, les parents, les médecins généralistes de première ligne, les infirmiers, les techniciens de G, les médecins aussi bien cliniciens que généticiens, les scientifiques, que ce soit les techniciens et les généticiens. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à faire un programme. Nous avons divisé notre programme en 3 niveaux, niveau avancé, moyen et basique. Et en fonction de la spécialité de l'étudiant, les données cliniques et la formation, elle variait, elle était variable. C'est ainsi que pour les médecins, les neurologues, c'est surtout la clinique et la génétique, la clinique et l'électrique qui étaient le plus important, alors que l'étude génétique, ils avaient besoin d'avoir les bases, des notions basiques ou moyennes, et n'étaient pas vraiment, on ne leur demandait pas d'avoir des notions avancées. La même chose pour les médecins généticiens. C'était surtout, on leur demandait d'avoir des formations avancées dans l'utilisation des moyens de technique de génétique et l'interprétation, et qu'ils devaient avoir au moins une formation moyenne et voire basique dans le diagnostic génétique et dans le diagnostic clinique et électrique des encéphalopathies épileptiques. Mais là, ils devaient être présents, ils devaient participer à ces réunions et à ces formations afin d'avoir au moins avoir le même langage entre scientifiques, médecins, neurologues et généticiens. Alors, dans la formation clinique et électrique, nous avons 2 groupes. Nous avons divisé notre formation en deux parties, une partie théorique, et nous avons ici sélectionné 15 candidats entre médecins, infirmiers, des techniciens de G, mais aussi une association de famille, une présidente d'une association de famille, de parents d'enfants atteints d'épilepsie, et nous avons divisé sur le plan théorique. La formation, elle s'est faite sur la plateforme de l'enseignement à distance de la faculté de médecine de Sfax. Les cours ont été donnés par les professeurs spécialistes dans le diagnostic, comme le professeur Mathieu Milir, Sarah Wick Hansen, Charlotte Dravey, Lee Van Leek, Patrick Van Boga, Roberta Chilio, Nicole Phillips, qu'on remercie vivement de leur participation. C'était une période vraiment très riche d'échanges. Cette formation ne s'est pas basée sur ces visioconférences, mais nous avons aussi, chaque mois, les étudiants avaient à présenter des cas cliniques afin d'apprendre comment présenter les cas cliniques et comment donner les informations et quels sont les messages à donner aux étudiants. Ce sont des réunions qui se faisaient une fois par mois en virtuel, malheureusement, avec cette pandémie COVID-19, et que ces réunions étaient présidées alternativement par le professeur Sarah Weck-Hansen et Mathieu Mier. Là, une session pratique a été programmée en juin 2020. Le cours théorique a commencé en janvier jusqu'à juin 2020. Nous avons programmé un séminaire présentiel en juin 2020, mais malheureusement, vu cette pandémie, nous l'avons retardé vers juin 2021. On espère qu'on aura l'occasion de le faire en présentiel. Alors, pour le diagnostic génétique, nous avons commencé la formation par une journée porte ouverte pour tous les participants. Et là, ça a été fait au Centre de biotechnologie de Sfax. Cette journée a été animée aussi bien par des partenaires de l'ex-Marseille avec Valérie Delague, mais aussi de l'Université d'Anvers. Et c'était un programme pour l'utilisation des nouvelles techniques dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques. À partir de cette journée, nous avons fait aussi programmer un workshop qui était programmé en présentiel, mais malheureusement, il a été tenu entre le 14 et le 16 octobre virtuellement sur la plateforme avec la présence de l'équipe d'Aix-Marseille, avec le professeur Laurent Béérard et son équipe. Et nous avons saisi cette occasion pour faire visiter les étudiants, les médecins, cliniciens et les généticiens au centre de biotechnologie afin de les sensibiliser aux moyens de diagnostic génétique des encéphalopathies.
Comme je vous l'ai dit, la meilleure continuité elle sera assurée par les jeunes, donc Early Scientific Research. Donc, nous avons fait une journée de formation qui était dirigée par l'unité H2020 du ministère de l'Enseignement supérieur pour sensibiliser et pour sensibiliser le jeune à cette recherche, mais surtout leur montrer quelles sont les opportunités que leur présentent les programmes H2020 et là prochainement le programme Horizon Europe. Là, nous avons organisé aussi plusieurs réunions afin de voir comment on peut protéger les données. Vous savez que ce n'est pas facile, nous avons les lois, mais nous n'avons pas les moyens. On n'a pas encore de personnes spécialisées et dédiées pour la protection des données. Nous sommes en train de les mettre en place. Nous avons profité de nouveaux projets H2020 nouvellement nés en septembre 2020, MIC Africa, et nous discutons ensemble. C'est un brainstorm, comment mettre en place les bases de données et comment protéger ces données personnelles. Et on saisit toutes les occasions pour disséminer et pour faire connaître notre projet, comme moi aujourd'hui. Alors là, pour le transfert des connaissances, nous avons programmé un summer school là en juillet, on espère qu'on pourra le faire, et des workshops, et ce sera des workshops le summer school sera fait dédié pour tous les participants de la région MENA, mais de l'Europe et sur le plan international, inviter les spécialistes des encéphalopathies épileptiques dans le diagnostic clinique mais génétique afin d'échanger les connaissances et d'échanger leur expertise. La meilleure façon d'améliorer notre visibilité, c'est de former nos jeunes à comment écrire des articles pour les soumettre, comment écrire un projet, comment mettre en place un projet. Tous ces workshops sont programmés dans notre formation. Là, avec cette formation et avec l'amélioration de ses compétences et de nos capacités techniques dans le diagnostic clinique et génétique, on espère que nous aurons des impacts positifs, impact médical avec une amélioration du délai de diagnostic, une référence, les médecins vont référer plus rapidement ces enfants pour les centres spécialisés. Ça va améliorer la prise en charge, l'amélioration du traitement, le diagnostic qui devient plus rapide et un diagnostic plus précis. Amélioration des capacités scientifiques avec une amélioration de nos capacités techniques dans le diagnostic et l'utilisation des nouvelles techniques, mais aussi dans l'interprétation, ce qui va améliorer notre taux de diagnostic positif et la rapidité aussi du diagnostic. Un impact social important avec une amélioration et une rapidité du diagnostic. Les patients ils vont avoir un diagnostic, ce qui va diminuer leur recherche de diagnostic et la visite des médecins et la demande pour des examens complémentaires, ce qui va entraîner aussi une amélioration du coût et améliorer la qualité de vie de ces patients. Bien sûr, on profite de ce projet pour discuter avec les parties prenantes, surtout les décideurs politiques, pour la mise en place de lois et surtout pour la mise en place de centres de référence dans notre université qui va être un centre référent pour le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques. Tous ces impacts peuvent être diffusés dans la région MENA, comme on le dit, avec une formation des formateurs dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques dans les autres universités marocaines, algériennes, mais aussi de la région du Golfe. Continuer même après ce projet, les Summer School et les workshops sur le plan régional, c'est très important. Ça nous permet d'échanger nos données, de s'améliorer sur le plan scientifique et sur le plan technique, mettre en place un réseau régional d'experts pour le diagnostic d'encéphalopathie épileptique, échange de jeunes chercheurs, ça nous permet d'échanger nos données et de former nos jeunes chercheurs, que ce soit des médecins dans le diagnostic clinique génétique, que le diagnostic
génétique. Et là, je saisis cette occasion pour dire que dans le service, nous avons eu beaucoup de jeunes résidents algériens qui étaient venus pour améliorer leurs compétences dans le diagnostic et clinique des épilepsies de l'enfant. Bien sûr, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité des équipes de la région et pour pouvoir intégrer les réseaux internationaux. C'est avec notre union qu'on va devenir fort et qu'on va pouvoir se placer dans l'échelle sur le plan national. Améliorer, bien sûr, en fin de compte, nous sommes des scientifiques et des chercheurs, améliorer le nombre de nos publications et bien sûr savoir comment et saisir l'opportunité de répondre aux appels de projets internationaux comme les projets Horizon Europe, le prochain venu après le projet H2020. Et ça, je peux vous le dire que c'est une opportunité extraordinaire pour nous tous, quel que soit notre pays. Voilà, donc ici, je termine par vous montrer ici l'adresse de notre site web. Vous pouvez avoir tous les données, les nouveautés, les séminaires qu'on va programmer. Vous pouvez avoir toutes les informations utiles dans ce site. Et là, je saisis cette occasion pour remercier tout le groupe, tout le team de CID, de l'Université de Sfax, mais aussi de l'Université de Marseille, d'Anvers et nos project manager de l'Université de Marseille et de l'Université de Sfax. Et je vous remercie pour votre attention.